Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue. Nous allons commencer maintenant. Aujourd'hui, nous allons faire l'introduction au Centre d'opération d'urgence de santé publique. C'est une série qui va commencer à partir d'aujourd'hui. Et il y a 3 séries qui seront la présentation du COUPS, le Centre d'opération d'urgence, qui est aujourd'hui. La semaine prochaine, c'est-à-dire le mercredi prochain, on va faire une présentation sur le centre, mais cette fois-ci focalisée sur le système de management de l'incident. Et la troisième, ce sera sur le système d'incident, management de l'incident et le cadre d'action de l'OMS pour le staff de l'OMS. Ces présentations, ces webinaires seront faits par Dr. Senaid Fekadou, qui est le Technical Officer de Centre d'opération d'urgence. Elle est à Afro et elle fait partie du cluster de préparation et riposte des urgences. Next. Alors, vous pouvez utiliser les questions et chat si vous avez des questions. Cette fonctionnalité, vous allez voir là où et pour les questions concernant le sujet et les présentations. Et vous pouvez utiliser le chat tout simplement qui est de l'autre côté. Ça, c'est pour les questions concernant l'informatique et la logistique. Next. L'interprétation en français est disponible en cliquant sur le bouton Interprétation. Cliquez sur l'interprétation et choisissez la langue que vous souhaitez entendre. Pour n'entendre que la langue interprétée, cliquez sur Muet original audio. Et là, vous n'entendrez que l'interprétation. Next. La transcription est en direct. Donc, vous pouvez cliquer sur Transcription en direct et choisissez d'afficher les sous-titres. Et la légende apparaîtra à l'écran. Pour fermer les sous-titres, cliquez sur Masquer les sous-titres. Tout simplement. Merci. Next. Alors, cette session est enregistrée. Votre présence vaut consentement à être enregistré. Les enregistrements ne seront partagés après la session en anglais et en français. Le matériel de session, y compris les enregistrements de session, sera envoyé par courrier électronique aux participants dans les jours suivant le webinaire. Votre avis est important. Et importantement pour nous, une enquête sera partagée à la fin de la session. Next. Next. Donc, le projet ECHO requiert les inscriptions, la participation, les questions-réponses, les commentaires de chat et les réponses au sondage pour ce programme et le partage avec l'OMS. Vos données individuelles resteront confidentielles
Ces données peuvent être utilisées pour des rapports et des cartes, des communications, des enquêtes, d'assurance qualité, d'évaluation et pour informer de nouvelles initiatives. Merci. Next. Alors, l'agenda, ce sera le housekeeping et le mot de bienvenue que je viens de faire. On va donner 40 minutes à Dr. Senait pour l'introduction sur le centre d'opération d'urgence. Et après, on aura 20 minutes pour les questions et réponses. Et à la fin, on fait une petite clôture de 5 minutes pour résumer ce qu'on vient de faire. Next. Merci. Donc, la parole sera à Dr. Senait. Thank you so much, Dr. Lala, for this introduction. Good morning. Merci beaucoup, Dr. Lala, pour cette introduction. Je vous salue tous, mes chers collègues. Veuillez afficher les diapos, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le thème de notre formation ce matin sera de nous donner un aperçu des COUSP. Donc, voici le programme d'aujourd'hui. Aperçu de la gestion des urgences en santé publique ainsi que des composantes clés des COUSP. Et nous allons regarder quelques considérations nécessaires pour les activités dans les COU. Diapo, s'il vous plaît. Veuillez passer à la diapo suivante. Votre indulgence, docteur, nous avons quelques difficultés à afficher les diapos. Merci beaucoup. En ce qui concerne les normes et les standards, nous avons 5 documents déjà publiés, mais le document principal est le cadre des gestions des COUSP, dont je pense qu'il y en a d'autres, c'est-à-dire des manuels pour les procédures et la planification, les manuels pour des activités de simulation, des formations, et les deux à votre droite viennent d'être publiés par AFRO. Donc, le premier sert à guider les opérations d'urgence et le deuxième sera un guide qui permet aux pays membres de savoir comment formuler le cadre légal pour la gestion des COUSP. Donc, ces documents existent en ligne, donc vous pouvez simplement les solliciter. Donc, quelle est la pertinence des COUSP? Donc, ceci est en vue d'avoir des réponses multisectorielles et multidisciplinaires, aussi en vue d'avoir une meilleure communication et l'échange d'informations qui seront utiles pour la prise de décision. Donc, tous ces éléments sont importants pour avoir un centre de gestion d'urgence très, très efficace. Diapo, s'il vous plaît. Aperçu historique de la gestion
des interventions d'urgence. Donc, voilà les éléments centraux à prendre en compte lors de la gestion d'une situation d'urgence. Nous avons perdu les diapos. Je ne parviens pas à voir l'écran. Voilà des difficultés clés que nous rencontrons dans les interventions d'urgence qui empêcheraient en fait le succès des activités d'un centre d'opération d'urgence. Donc, nous allons vous donner quelques informations récentes sur la pandémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Les documents publiés ont démontré qu'il y avait plusieurs difficultés en ce qui concerne la coordination et le leadership dans la gestion de la crise Ebola en Afrique de l'Ouest. Donc, voilà les difficultés rencontrées et je vous donnerai quelques informations qui soutiendraient l'utilité d'un centre de gestion d'urgence. Donc, il y a 9 principes qui ont été formulés par le centre de gestion d'urgence. Donc, le premier point sera que ces éléments doivent être compréhensifs, c'est-à-dire prendre en compte tous les risques ainsi que les acteurs. Ceci doit être progressif ainsi que basé sur les analyses de risques, mener également des analyses d'impact ainsi que les activités doivent être menées de manière coordonnée, flexible, professionnelle, c'est-à-dire des approches basées sur des connaissances ainsi que des preuves. Nous avons des éléments de redevabilité et des stratégies conjointes. Donc, tous ces 9 éléments sont des éléments à prendre en compte dans les structures de gestion de crise afin d'informer la prise de décision. Donc, qu'est-ce que c'est que un COU? Ceci est un hub pour la coordination de l'information ainsi que des ressources pour soutenir des activités de gestion de crise et d'incidents de manière efficiente. Diapo, s'il vous plaît. Un COUSP. Un COUSP est un centre de gestion d'urgence qui est spécialisé pour la gestion des crises en ce qui concerne la gestion, la coordination et la prise en charge des situations émanant des difficultés en matière de santé publique et des crises. En 2015, l'OMS a publié un cadre pour la gestion des COUSP et cela était un document sans précédent et cela constituait le cadre pour la gestion des COUSP et cela apporte des directives de haut niveau pour permettre au pays de mettre en place des COUSP ainsi que de les gérer. Donc,
les COU ne sont pas des centres qui peuvent être gérés de manière individuelle, mais de manière collective et basée sur les expériences ainsi que les données partagées. Donc, voici les 5 principales fonctions des COU, c'est-à-dire que les informations doivent être fournies en temps opportun et de manière efficiente. Le deuxième élément est la communication. La communication doit être menée de manière coordonnée et de manière collaborative. Donc, la collecte de données au sein de COU est quelque chose de très primordial pour la prise de décision et pour la planification. Le quatrième élément est le déploiement de ressources, les ressources que nous possédons pour les interventions doivent être bien coordonnées et traquées sur la base des outils existants. Donc, il y a le dernier élément qui est l'administration au niveau des services. Nous avons ici quelques directives existantes sur la mise en œuvre ou la mise sur pied des COU. J'ai dit par le passé que la mise sur pied d'un COU n'est pas une activité qui se fait une fois, donc c'est une activité continue qui implique la contribution de plusieurs acteurs. C'est-à-dire, on a besoin d'un comité de gestion qui définit les objectifs du COU et qui mène également des activités de planification et de mise en œuvre des activités identifiées. Il y a également des groupes qui sont mis sur pied pour définir les activités principales du COU et pour développer des activités du COSP. Donc voilà les étapes à parcourir pour mettre sur pied un COSP. Donc, nous allons aborder le deuxième point à l'ordre du jour, c'est-à-dire les composantes clés d'un COSP, c'est-à-dire si nous avons ces 4 éléments existants au sein d'un COSP, nous serons certains du fait que nous aurons un COSP très opérationnel et l'OMS, dans ses directives, a produit une checklist et ainsi que des normes à respecter pour avoir un COSP très opérationnel. La première chose à prendre en compte sera les politiques ainsi que les plans et les procédures. Deuxièmement, les données et l'information. Nous avons également un site avec la technologie et le quatrième élément sera le personnel bien formé et qualifié. Donc, si ces 4 éléments sont présents, nous aurons l'assurance d'avoir un COSP très opérationnel pour mieux intervenir en situation de crise. Donc, nous allons aborder ces 4 éléments en profondeur. Le premier élément est les plans, les procédures. Donc, un COSP doit être autorisé de fonctionner par les autorités juridiques, c'est-à-dire c'est l'autorité juridique qui définit le mandat du COSP. Un COSP qui n'a pas l'autorisation juridique pour opérer, pour fonctionner, n'aura pas le poids qu'il faut sur le terrain. Donc, nous allons regarder les composantes du cadre juridique de COU, c'est-à-dire le mandat permet à un COU d'avoir
d'exister, de jouer son rôle en temps de crise, d'être redevable, d'avoir des responsabilités, ainsi que de mener ses activités dans toute légalité. Donc, voilà les prérequis, mais dans les pays, surtout en Afrique de l'Ouest, nous nous sommes rendus compte que c'est après la pandémie à Ebola en Afrique de l'Ouest que les pays ont pris en compte ces éléments pour la gestion des COU. Donc, à peu près 80% des pays de la région ont adopté des cadres légaux pour mettre sur pied des COU, mais il existe encore quelques pays qui n'ont pas encore des COU opérationnels. Et l'absence du cadre juridique qui sous-tend la création de ces COU a souvent été la cause principale du manque de fonctionnement adéquat de ces centres. Donc, voilà un élément principal que nous devons vraiment mettre en œuvre pour avoir des COU opérationnels. Je l'ai dit par le passé que ce document a été publié par OMS Afro et l'idée derrière ce document était d'apporter des directives étape après étape pour permettre à des pays de mettre sur pied leur COU. Donc, ces informations sont disponibles sur le site de l'OMS. Donc, voici quelques éléments qui permettront de fonctionner dans toute légalité, c'est-à-dire reconnaître l'existence même du centre. Deuxième élément sera de définir la quantité du personnel à recruter ainsi qu'avoir l'autorité légale pour mener les activités, les rôles et les responsabilités, ainsi que des personnes ressources pour la gestion au jour le jour du centre. Donc, le personnel à affecter dans les centres, la collaboration multisectorielle, etc. Donc, nous avons ici quelques informations fournies pour faciliter la mise sur pied d'un cadre juridique pour la création de COE. Donc, on peut avoir la législation en faveur de la création de COE, on peut avoir des directives du gouvernement ou du chef d'État, ainsi que des éléments fiscaux, c'est-à-dire la prise en compte de l'existence d'un COU dans le budget de l'État. Donc, je pense que le quatrième élément est l'élément le mieux, le moins appliqué. Donc, on encourage vraiment des États à adopter les trois autres et de voir, si possible, comment adopter le quatrième. Donc, un autre prérequis sera la mise en œuvre d'un groupe de politique. Plusieurs pays à travers l'Afrique ont mis sur pied un groupe ad hoc qui est multisectoriel et multidisciplinaire pour guider la riposte à la COVID-19. Donc, on encourage des pays à avoir une meilleure compréhension de comment est-ce qu'on peut mettre sur pied un groupe pour apporter les directives ainsi que des stratégies et des ressources pour faciliter les activités d'intervention. Donc, la composition de ce groupe peut être la suivante. Les ministres des secteurs en question, des preneurs de décision, les agences de gestion de désastres et des catastrophes, des représentants des organisations régionales et internationales, etc. Donc,
toutes ces informations sont contenues dans la base de données de gestion et des interventions en situation de crise. Donc, il existe une stratégie pour la gestion des crises ainsi que comment est-ce que les groupes de politique peuvent être mis sur pied. Donc, au sein des plans et des procédures, il existe également un élément très important qui consiste à regarder des plans et des procédures. Nous devrons avoir plusieurs plans et procédures préparés bien avant l'existence d'un désastre ou d'une crise. Donc, le premier plan peut être un plan de riposte qui couvre toutes sortes de risques ainsi que des plans de contingence et des plans pour gérer des situations spécifiques. Donc, voilà un exemple des plans qu'on peut préparer à l'avance. Donc, ces éléments doivent être pris en compte en regardant de près l'analyse des risques. On doit mener des activités d'analyse des risques avant de mettre sur pied des plans dans l'optique d'avoir des plans qui sont basés sur des évidences et des preuves. Le plan de réponse est le seul plan qui doit être préparé lorsque une situation d'urgence voit le jour. Nous avons également des plans fonctionnels qui prennent en compte des plans de communication publique, des plans de communication interne, etc. Nous avons également besoin de SOPs qui vont fournir des directives étape après étape pour la gestion des opérations, des procédures d'activation, d'escalation et désescalation, ainsi que d'activation, des procédures des procédures de communication, des procédures de logistique et des procédures de finance et d'administration. Donc, lorsque ces documents sont préparés sur la base d'analyse des risques, il sera question pour nous de mener des simulations juste pour s'assurer que nous sommes prêts si jamais nous avons des situations d'urgence à gérer et nous aurons déjà des plans, des procédures et des politiques déjà préparés à l'avance et testés. Un autre élément central que nous devons mettre sur pied dans les procédures et les plans, vous savez qu'il est nécessaire d'avoir les concepts des opérations qui définissent en fait la procédure des opérations et des interventions. Donc, il est question de définir la structure de riposte, c'est-à-dire quel modèle adopter si nous devons intervenir en situation d'urgence. Donc, le cadre du COU définit 5 éléments essentiels pour la gestion de ces éléments, c'est-à-dire la gestion, les opérations, les plans, la logistique, les finances et l'administration. Dans la semaine prochaine, nous allons aborder ces éléments en profondeur. Donc, le deuxième élément est l'élément qui concerne les données ainsi que les informations. Donc, les COU devraient faciliter la gestion des informations ainsi que les données pour le bon fonctionnement de COU. Il est utile d'avoir des informations pertinentes pour mieux informer la prise de décision et la planification. Donc, le cadre de COU définit 3 types de données que nous devons avoir au sein d'un COU. Généralement,
lorsqu'il y a une intervention d'urgence en vue, il est question de gérer les données cliniques ainsi que épidémiologiques. Donc, en parallèle, il est aussi important de gérer tout autre type d'information. Donc, le premier type d'information sera la collecte de données pour savoir ce qui s'est passé, combien de cas, qui est affecté et comment la situation procède et les statuts. Donc, voilà des informations que nous obtenons rapidement. Le deuxième élément, Donc, nous devons gérer de manière effective les données par rapport aux ressources matérielles et humaines, les interventions, les activités des partenaires, qui fait quoi et où, le déploiement des ressources, les dépenses, le progrès par rapport à l'atteinte des objectifs, c'est-à-dire la gestion de la réponse et la mise en œuvre de notre plan d'action de gestion des incidents et également des événements organisés régulièrement. Maintenant, pour les données contextuelles, qui sont également très importantes. Les données contextuelles incluent la cartographie, distribution de la population, transport, emplacement, point d'eau, climat, etc. Donc, pour la gestion efficace des urgences, il faut avoir toutes ces informations disponibles et elles ne peuvent pas l'être lorsqu'il y a une urgence. Donc, il faut le faire en amont, c'est-à-dire définir les exigences sur les données dont nous aurons besoin en fonction de notre contexte. Et une fois que nous avons défini les exigences, il serait important que ces données soient disponibles et mettre en place un mécanisme et un partage systématique de ces informations. Maintenant, des considérations importantes mises en œuvre. Il y a le leadership et l'appropriation de tous les aspects du système d'information, répondre aux besoins et aux demandes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de définir nos exigences en amont. Il faut savoir ce dont nous aurons besoin en cas d'urgence. Donc, définir les informations sur la base des 3 types de données et bâtir sur la base des initiatives et systèmes qui existent. Donc, ce que nous voulons éviter, c'est de réinventer la roue. Il faut donc une évaluation des systèmes existants et bâtir sur la base de ces systèmes existants. Par exemple, nous avons des informations de surveillance qui sont disponibles. Donc, c'est un système de surveillance et de réponse intégré aux maladies. Donc, il faut faire une évaluation pour voir qu'est-ce qui existe déjà et pouvoir établir les manquements et les résorber. Donc, il est également important d'avoir une approche multisectorielle pour que tous les secteurs puissent contribuer au partage d'informations. Il faut aussi établir un système ou un mécanisme de partage systématique d'informations au COUS parce qu'il y a différents secteurs qui sont impliqués et nous avons besoin de diverses informations de ces secteurs. Par exemple, il faut avoir les informations météorologiques. Par exemple, les questions environnementales pourraient être nécessaires également. Donc, si ce partage d'informations n'existe pas, il faut mettre en place un mécanisme pour une dissémination systématique des informations. Il faudrait donc un protocole d'accord entre les différents secteurs pour permettre justement ce flux d'informations continue. Et en dernier lieu, nous avons l'évaluation continue et l'amélioration de la qualité des programmes. Diapo suivante. Il est également important de définir
les produits d'information dont nous avons besoin avant et pendant la réponse. Donc, il faudrait clairement définir les produits d'information, à qui il faut les envoyer, avec qui il faut les partager, quelle est la fréquence de production, etc. Donc, dans notre manuel du COUS, il faut définir les différents produits d'information dont nous avons besoin. Donc, la troisième composante, c'est la communication, technologie et infrastructure. C'est l'une des composantes les plus critiques pour un COUS dans son système de communication parce que la technologie et l'infrastructure dans un COUS demande une communication sans faille avec les parties prenantes clés dans le cadre du système de réponse, que ce soit du niveau stratégique au niveau opérationnel ou même tactique. Donc, il faut avoir une communication sans faille et un partage d'informations non interrompues. Et donc, l'infrastructure technologique disponible nous permet de le faire, de communiquer de manière fluide et partager des informations avec nos partenaires clés ainsi qu'avec les autres secteurs impliqués. Diapo suivante. Donc, il y a une classification en ce qui concerne l'infrastructure de technologie et de communication. Donc, d'abord, vous avez l'infrastructure technologique, les équipements de télécommunication, il y a également informatique et sécurité et l'infrastructure du réseau. Donc, si vous allez à l'annexe 3, vous trouverez les détails par rapport à la technologie de communication et à l'infrastructure de communication. Donc, en ce qui concerne le COUS, quant à son emplacement, il doit être proche de l'emplacement des preneurs de décision. Diapo suivante. Il est également important d'établir un système de sécurité pour assurer la sécurité physique du COUS, mais également le système de partage de données. Donc, il est important que la sécurité physique ainsi que la sécurité technologique soient assurées. La dernière composante, c'est le personnel qualifié ou formé. Un COUS n'est effectif ou efficace que si le personnel reflète cette efficacité, parce que c'est la composante la plus importante. Sans les ressources humaines, un COUS ne peut pas bien fonctionner. Vous l'avez vu dans vos pays respectifs, il y a des centres d'opération d'urgence sanitaire, mais des fois, les ressources humaines sont là où le bas blesse, dans la plupart des cas. Donc, nous recommandons au pays de s'assurer, parce que c'est une composante importante, c'est-à-dire s'assurer d'avoir un personnel formé et d'avoir un personnel prédéfini qui pourra être mis à contribution en cas d'urgence. Il y a deux types de membres du personnel. Il y a déjà le personnel permanent qui assure le travail de routine. Ils sont impliqués dans toutes les urgences, que ce soit de la prévention à la préparation jusqu'à la réponse et même l'après-réponse. Donc, cette équipe est mise en place pour préparer le centre d'opération d'urgence, établir les plans de réponse, s'assurer que toutes les informations dont nous avons besoin sont disponibles et également pouvoir former le staff search qui devra être impliqué en cas d'urgence. Donc, le deuxième type de personnel, c'est le personnel search. Et donc, c'est
des ressources humaines qui seront impliquées dans le cadre de gestion d'incidents au sein du COUS. Donc, pour une bonne réponse aux urgences, ces membres du personnel SAGE doivent continuer d'être formés. Donc, ils doivent recevoir cette formation de la part du personnel permanent. Donc, le personnel SAGE doit venir de différents secteurs, de différentes disciplines, et ce personnel doit être identifié en amont, formé dans la gestion d'incidents, mais également dans leur domaine d'expertise, ils doivent être renforcés en termes de capacité et des exercices de simulation doivent être organisés régulièrement pour qu'en cas d'urgence, ils puissent être opérationnels et puissent s'intégrer dans le système automatiquement. Donc, une fois qu'ils sont formés, ils feront partie intégrante du roster du cours. Donc, il est important que ces critères soient respectés, c'est-à-dire que le cours maintienne un roster ou une liste de ressources humaines formées. Donc, voici les deux types de membres du personnel dans un cours sans lesquels un cours ne serait jamais opérationnel. Donc, voici les exigences minimum que l'OMS propose et vous les retrouverez dans le manuel. Donc, voici les exigences minimum dont vous avez besoin pour les opérations routinières. Ce n'est pas une configuration pour une gestion d'incident, mais c'est pour les opérations de routine. Donc, vous avez le gestionnaire ou le directeur du cours. Donc, vous avez un agent de liaison, un agent de sécurité, un chargé de la communication et les différentes unités. Et il faut également une unité de gardiennage. Donc, le cours doit mener à des sessions de formation et d'exercice. Et nous sommes en train de développer un guide dans ce sens pour avoir des programmes de formation et d'exercice dans les courses. Et nous soutenons également les courses pour qu'ils puissent préparer des plans pour les programmes d'exercice et de simulation. Diapo suivante. Diapo suivante. Très bien. Donc, vous avez les 4 composantes d'un course. Avec ces 4 composantes, vous avez un course fonctionnel. Donc, si nous avons les politiques, plans et procédures nécessaires, les ressources humaines, la formation pour ces ressources humaines et l'infrastructure de technologie et de communication, il est sûr que nous aurons un course efficace qui sera préparé pour la réponse. Donc, il y a d'autres considérations importantes à prendre en compte. Il y a déjà le suivi-évaluation pour un course, comme je l'ai dit tantôt. Mettre en place un course n'est pas un investissement en une seule fois, c'est un processus continu. Donc, il faut avoir un mécanisme de suivi-évaluation pour un course pour qu'il puisse continuer de fonctionner de manière efficace. Ensuite, il y a les ressources financières pour assurer la durabilité du course. Donc, avoir des ressources financières pour soutenir le course. Donc, la plupart des courses ne font pas partie du budget de la santé. En général, ils reçoivent des ressources financières des partenaires et cela rend les choses très difficiles pour les courses en termes de fonctionnement. Donc, en soutenant les pays, je pense qu'il faudrait faire un plaidoyer dans ce sens, c'est-à-dire pour que des ressources financières soient allouées pour la durabilité des courses. Ensuite, nous avons la continuité des opérations
Nous avons vu durant la COVID-19 qu'il n'était pas possible d'être physiquement au niveau des courses pour continuer les activités, mais il faut pouvoir le faire virtuellement. Donc, la continuité des opérations est importante. Au cas où nous ne pouvons pas avoir un accès physique aux courses ou s'il y a une détérioration euh, de la zone ou que nous n'ayons pas accès à nos données, il faudrait y avoir un plan de continuité bien ficelé pour pouvoir continuer les activités lorsque nous ne sommes pas en mesure d'avoir accès à certaines fonctionnalités du course. Ceci met fin à ma présentation. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez les partager dans le chat et nous allons essayer d'apporter des réponses. Merci. Je vous rends la parole. Merci, Dr. Senait, pour cette présentation. Nous allons passer aux questions-réponses. Pour ceux qui viennent d'arriver, l'interprétation en français, il suffit d'appuyer sur la zone interprétation et vous appuyez sur le français et vous aurez l'interprétation en français. Vous pouvez commencer à poser des questions dans l'onglet Q&R et vous pouvez commencer à poser des questions et Dr. Senait va vous répondre. Merci, c'est ouvert. Merci beaucoup, Dr. Lala. Il y a une question. Donc, juste pour éclaircir les services dont vous parlez, il devrait y avoir un suivi continu du course. Donc, dans l'IDSR, les orientations techniques, il y a deux types de surveillance qui ont été mises en exergue. D'abord, la surveillance de routine qui est basée sur des indicateurs et ensuite la surveillance basée sur des événements. Donc, la surveillance basée sur des incidents ou événements est menée par une équipe de surveillance qui consulte la communauté des informations reçues de cette dernière et la plupart des situations sont en fait des membres du COUS qui organisent des consultations en gage. Et s'il y a des menaces, il y a un rapport qui est élaboré et envoyé aux décideurs pour informer les décideurs. Et sur cette base, on peut activer le COUS sur la base des évaluations de risque et une fois que l'autorité est informée, le COUS doit faire très rapidement une évaluation des risques et sur cette base, nous pourrons voir quel est le niveau d'activation requis pour le COUS. Donc, il y a une équipe dédiée au sein du COUS qui est une équipe de surveillance et qui est déterminante parce qu'elle assure le suivi continu des urgences et le niveau d'action nécessaire en cas d'incident. Donc, il y a 3 phases d'activation pour un COUS. Nous avons le mode de surveillance, le mode alerte et le mode réponse.
Et pour l'équipe de surveillance, peu importe la phase dans laquelle nous nous trouvons, ils vont continuer de travailler, ils vont continuer d'assurer la surveillance. Et en cas de progression vers le mode de réponse, ils vont continuer un suivi. Donc, la question suivante, nous du Mali. Nous n'avons pas de course, mais nous avons un département qui est en charge de gérer les urgences. Donc, comment changer ce département en un course? Donc, est-ce que celui qui a posé cette question peut prendre la parole pour nous dire ce que ce département fait? Donc, il faut que nous ayons des de contexte. Peut-être que vous n'avez pas besoin de passer vers un course si vous avez un département de gestion des urgences opérationnelles. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails? Docteur Senet, est-ce que vous voulez que nous donnions la parole aux participants? Parce qu'ils demandent comment passer du département au centre d'opération d'urgence. Donc, ils peuvent maintenant utiliser leur micro pour prendre la parole. Très bien, du Mali, vous voulez prendre la parole? Est-ce que vous pouvez utiliser votre micro et nous donner plus de détails Oui, est-ce que vous m'entendez? Merci beaucoup pour la présentation. C'était très clair, mais j'ai une inquiétude pour le Mali. J'ai dit qu'au Mali, nous avons un département de gestion d'urgence. Nous n'avons pas encore le centre. Donc, je me demande comment est-ce que nous pouvons passer du département au centre d'opération d'urgence. Parce que lorsque je vois les composantes du coût, il semble qu'il y a certaines procédures qu'il faut suivre pour passer d'un département à un centre d'opération d'urgence. Merci beaucoup. Il faut comprendre déjà ce que le centre doit faire. Nous avons perdu l'oratrice. Il semblerait que l'oratrice ait un problème de réseau. Je pense que j'ai été déconnectée. Donc, ma suggestion serait de discuter en bilatéral. Pour que nous puissions vous soutenir au Mali, il faut que nous ayons une évaluation sur le terrain, comprendre la situation et voir comment nous pouvons mieux soutenir le pays. Très bien. Donc, est-ce que le coût peut être au niveau national seulement ou que c'est possible de l'avoir au départemental ou bien? C'est une très bonne question et nous avons fourni des orientations dans ce sens dans le document d'orientation technique ITSR parce que c'est une question qui revient beaucoup. Donc, il est important d'avoir un cours au niveau national qui soit fonctionnel.
Et une fois que nous avons cette structure en place au niveau national qui fonctionne bien, et nous pourrons passer au niveau sous-national. Et des fois, l'infrastructure physique peut demander dans ce sens. Peut-être qu'il ne serait pas utile d'investir trop de ressources au niveau sous-national. Nous pouvons juste avoir une infrastructure de base ou basique et le cours national peut fournir les orientations pour le niveau sous-national. Donc, au niveau sous-national, nous pouvons avoir un système basique. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une structure cascadée, c'est-à-dire avoir les plans politiques et procédures questionnelles jusqu'au niveau sous-national et que le personnel, du coup, soit formé et que ce dernier puisse gérer les informations. Donc, le système doit être cascadé au niveau sous-national. Donc, nous devons avoir un cours au niveau national qui est fonctionnel et nous avons également besoin, une fois que cela est établi, nous avons besoin de mettre en place des structures sous-nationales de relais. Et si nous n'avons pas assez de ressources pour mettre en place une structure en bonne et due forme, nous n'avons pas besoin d'avoir une structure physique. Il faut juste avoir un système en place. Donc, les questions suivantes sont en français. Docteur Lala, est-ce que vous pouvez m'aider avec ces 3 questions en français? OK, il y a la question qui est sur la continuité des opérations dans les pays en conflit armé et en proie à des difficultés financières aiguës. Y a-t-il un plan d'aide à ces pays par l'OMS? Nous, nous soutenons le pays sur la base des requêtes que nous recevons à travers les bureaux pays. Donc, nous continuons de soutenir les pays et nous avons 37 pays que nous soutenons et nous avons apporté notre soutien à la plupart de ces 37 pays, mais ces courses sont à des différents niveaux de fonctionnalité. Certains sont fonctionnels à 100%, d'autres sont fonctionnels à 50% et certains se trouvent en bas de 50%. Donc, nous suggérons à tout pays qui aurait besoin de soutien dans une quelconque fonctionnalité du course dans la requête au bureau pays de l'OMS. Vous pouvez demander au ministère de la Santé d'envoyer une requête au bureau pays de l'OMS et le bureau pays de l'OMS va se charger d'envoyer une requête au bureau régional et nous pourrons fournir le soutien nécessaire. Il y a une autre question au Gabon. Le COUPS a été créé par décret présidentiel, mais il n'est pas encore fonctionnel. Mais nous disposons d'une coordination technique qui a été mise en place pour gérer l'épidémie de la COVID-19. Je voudrais savoir, en cas d'une autre épidémie, le COUPS n'était pas encore fonctionnel. Est-ce que cette entité de réponse contre la COVID peut gérer cette nouvelle urgence?
C'est une question très importante. Oui, je sais qu'au Gabon, vous êtes toujours dans la procédure de mettre en place un cours. Oui, ce groupe peut être utilisé ou mis à contribution comme gestionnaire de l'incident ou de l'épidémie et soutenir la mise en œuvre des termes de référence. Et l'équipe peut être constituée par le ministère de la Santé avec, comme je disais, des rôles et responsabilités et des termes de référence clairs. Donc, leur rôle ne peuvent passer de la gestion de la COVID-19 que d'une équipe qui serait en charge de gérer la mise en place de nouveaux courses. Il y a une dernière question. Quel est le lien entre le COUPS et l'IMS? Le COUPS est permanent, son personnel aussi, mais quand il y a un incident, on met en place l'IMS avec des qui ne sont pas permanents. Quel est le lien entre le COUPS et l'IMS? Et c'est Merci beaucoup pour cette question qui regroupe la confusion entre le COUS et la gestion d'incidents. Donc, comme je l'ai présenté, vous avez vu ce à quoi sert le COUS. Lorsque vous pensez à un COUS, regardez ces 4 composantes. Politique, plan, personnel ou staff, que ce soit le staff permanent, que le staff search, mais également l'infrastructure de technologie et de communication. Donc, c'est les composantes clés d'un course. Lorsque vous pensez à un course, ce sont les 4 composantes. Donc, le système de gestion des incidents, comme je l'ai dit tantôt, fait partie de la structure de gestion pour la réponse. C'est au sein du course, dans notre concept d'opération, dans notre plan, nous devons devenir quel est le modèle de réponse que nous allons utiliser. Donc, comme bonne pratique, le système de gestion d'incidents est proposé. L'IMS n'est rien d'autre qu'une structure de réponse avec des protocoles et procédures en place pour la réponse. Donc, ça fait partie intégrante d'un course. Nous ne mettons pas une structure de réponse avec ces fonctions, mais il faudrait également Il devrait avoir des avoir des protocoles et protocoles procédures. ainsi que des procédures qui permettent d'avoir une structure de réponse adéquate. J'espère que j'ai apporté des réponses très claires à cette question. Donc, en tout, cela fait partie du COE, du COU. Je vois qu'il y a une question sur les plans, c'est-à-dire des plans pour la communication interne ainsi que la communication externe, pour savoir si les plans de communication doivent être gérés à l'interne ou pour juste pour les communications externes. Je voudrais dire que la communication interne sert à aider le service de gestion des incidents fonctionnels. Cela est un protocole pour faciliter les activités de la structure. Donc, il est utile d'avoir des SOPs pour la gestion de la communication interne. Donc, le personnel interne devrait avoir des outils de communication du haut vers le bas ou du niveau stratégique vers le niveau stratégique et tactique. Donc, à travers le système de riposte. Donc, ceci est une communication en interne.
c'est-à-dire le plan de communication interne sert aux activités de communication propres à la structure, mais la communication externe sert à informer le public. Donc, le plan de communication interne est un document interne pour la structure, ainsi que le plan externe qui est un plan qui doit être préparé en amont. Donc, ces documents doivent être préparés séparément. Le document de communication interne est un document, est un plan interne qui facilite le fonctionnement de l'IMS pour le partage d'informations et le flux d'informations à travers les 3 niveaux et aussi au sein du système de gestion d'incidents, ainsi que de manière horizontale à travers les différentes couches de l'IMS. Donc, je pense qu'on a apporté des réponses à toutes les questions. Donc, je vois une autre question. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le COUSP lorsque un, un incident perd d'ampleur? C'est-à-dire, je vais dire, un COUSP a le personnel à 2 niveaux, c'est-à-dire nous avons le personnel qui fait les activités au quotidien, le personnel routine, avec des activités de routine, ainsi que le personnel de recherche. Donc, en absence d'urgence, le COUSP n'est pas fermé. Le COUSP reste là tout au long du cycle de gestion des urgences, dans la phase préparatoire et de la phase dans laquelle les SOP sont préparés, le personnel formé, les données pour la riposte effective sont collectées, analysées et les processus de reporting sont également préparés en amont. Donc, voilà les responsabilités du personnel quotidien du COUSP. Donc, ces personnes sont là au jour le jour pour mener des activités de routine. Donc, on ne ferme pas le COUSP, même lorsque la situation d'urgence a été traitée. Donc, pour le personnel de recherche, nous avons besoin de former le personnel Surge. Le personnel Surge qui doit travailler sur les plans et les procédures à formuler. Donc, il y a aussi un besoin de mener des activités de simulation pour permettre au personnel du Surge de voir ce qui se passerait en cas d'urgence. Donc, il y a beaucoup à faire, même lorsqu'il n'y a pas de situation d'urgence sous la main. Donc, lorsque une situation d'urgence voit le jour, le personnel opérationnel est simplement activé et le personnel Surge également pour que les activités soient menées de manière efficace. Donc, il existe également des revues à mener après la gestion d'incidents. Donc, cette activité est souvent menée par l'unité de planification du COUSP en présence de tout le personnel, également le personnel de gestion d'incidents. Donc, je vois une question s'il existe un besoin absolu d'avoir une structure physique. Et la réponse est oui. Pour avoir un COUSP fonctionnel, nous avons besoin de respecter les 4 prérequis dont j'ai parlé au début. Donc, il y a des éléments de prérequis très essentiels, c'est-à-dire on a besoin d'une structure physique, on a besoin de la technologie, on a besoin du personnel qualifié, etc.
Je vois une question. Donc, comment est-ce qu'on peut coordonner les activités d'un COUSP avec les activités des autres structures existantes? Je pense que cela est une très bonne question, c'est-à-dire comment mener la coordination entre le COUSP et d'autres structures existantes. Il serait question ici de mieux définir les responsabilités de chaque structure. Donc, voilà pourquoi le cadre juridique est très important, parce que le cadre juridique prescrit les responsabilités du COUSP et les plans définissent également comment est-ce que les activités doivent être menées au sein du COUSP et comment est-ce que la collaboration peut être menée avec des structures existantes. Donc, chaque structure doit être informée de ses responsabilités. Donc, voilà pourquoi les plans, les procédures et les politiques sont importantes, ainsi que le cadre juridique. Donc, je voudrais que vous abordiez le problème des COUSP virtuels. C'est-à-dire, nous donner quelques informations qui militent en faveur des COUSP physiques. Donc, je vais dire, un COUSP virtuel, en fait, n'existe pas. C'est pas un COUSP, c'est juste un COUSP, une structure en ligne, une structure virtuelle qui nous permet de faire des travaux en amont. Je vais vous donner quelques exemples. Si on a besoin de prendre une décision, euh, le gestionnaire des incidents, qui est le patron qui prend les décisions, celui qui a le dernier mot, a ses activités à mener et ses actions, ses propositions, ses décisions doivent être renseignées dans un logiciel qui peut être consulté par des personnes qui ne sont pas sur le site avec nous. Donc, voilà pourquoi le COUSP virtuel est important. Donc, les activités menées sur le terrain sont renseignées dans le logiciel qui sera ensuite consulté par les autres personnes qui ne sont pas sur place. Dans un COUSP physique, nous avons trois types de systèmes d'information et le système d'information virtuel est le principal système qui contient des informations renseignées. Merci, Donc, il y a Dr. quelque chose sur les décisions, la prise de décision. Je pense que cela est la dernière question. Dr. Lala, je vous repasse la parole. Merci, Dr. Senaid. Chers collègues, Dr. Senaid va revenir la semaine prochaine pour une autre séance. Donc, vous pouvez toujours collecter vos questions et elle y répondra la semaine prochaine, le 25 janvier. On a la présentation du COUPS, focus sur le système du management de l'incident. Donc, on va se quitter maintenant et on se dit à la prochaine. Merci, Dr. Sinaïd, pour votre présentation qui a été claire et le temps que vous nous avez octroyé pour répondre aux questions. Merci à tout le monde et bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée.